Donc moi je vais vous parler effectivement des politiques publiques en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc tout d'abord je tenais à remercier chaleureusement Sexe et Consentement et Éléonore Nouel et La Monique de m'avoir invitée et surtout d'avoir organisé un colloque qui s'annonce si riche. Et avant de commencer, donc déjà de où je vais vous parler aujourd'hui. Donc je m'appelle Élise Brunel, je travaille comme chargée de mission égalité au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on peut schématiquement distinguer deux grandes structures. Donc il y a d'un côté effectivement la ministre et le cabinet de la ministre qui va changer au fil des gouvernements et des remaniements ministériels. Et de l'autre côté, l'administration centrale, donc, qui est composée de plusieurs directions et qui ne change pas en fonction des gouvernements, et qui est composée donc, de 4 directions. Donc il y a une direction qui va s'occuper de l'enseignement supérieur, donc des établissements d'enseignement supérieur, des universités, une direction qui va s'occuper de la recherche, une qui va s'occuper de l'emploi, donc des enseignants-chercheurs, des personnels de tout l'enseignement supérieur et de la recherche, et une direction qui va s'occuper de la communication, donc la DELCOM. Donc vous verrez, il y a des beaux acronymes. Donc nous, on est le département commun entre enseignement supérieur et recherche, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois avec des universités et à la fois avec des organismes de recherche sur les politiques d'égalité. Donc on s'appelle maintenant le département des défis sociétaux et environnementaux. Et donc en tout cas, quand je suis arrivée en 2016, il y avait 2 personnes qui travaillaient sur les questions d'égalité. Et maintenant on est 4. Donc je vous dis ça parce que ça montre aussi l'évolution de la prise en charge de ces questions au sein des institutions. Et là en l'occurrence au sein d'une institution comme un ministère. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir je vais vous présenter quelque chose en 3 parties. Donc tout d'abord un peu des éléments historiques pour comprendre comment il y a eu une prise en charge de ces questions par les institutions politiques et décisionnelles. D'autre part, comment, dans une deuxième partie, comment on agit et c'est quoi les leviers d'action un petit peu, en tout cas au niveau institutionnel et politique. Et ensuite, vous parler de maintenant et du futur. Donc tout d'abord, sur la prise en charge progressive. Donc on peut dire qu'il y a un petit peu 4 grandes vagues de prise en charge par le politique de ces questions-là. Donc tout d'abord, en fait, ça commence dans les années 2000 par des lanceurs d'alerte. Donc ça vient vraiment du monde associatif et des associations féministes. Donc c'est le collectif Le Clash, donc le collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, et qui va être rejoint par une autre association qui s'appelle l'ANEF, qui est l'Association nationale des études féministes. Et donc là, je vais commencer à dénoncer des situations de harcèlement sexuel entre directeurs de thèse et doctorantes. Et donc on est dans les années 2000, il y a une prise de conscience, enfin il y a une conscience très faible de cette problématique. Et au niveau politique, donc au sein du ministère, au sein des établissements, on va plutôt avoir tendance à penser que c'est des phénomènes un petit peu éparpillés et que c'est quelque chose qui relève plus d'un dysfonctionnement un petit peu aléatoire entre 2 personnes. Et il y a sans prise de conscience du fait que c'est quelque chose de plus structurel qui vraiment agit le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc là, on est au tout début de la prise de conscience. Donc ça va être, tout d'abord, il va y avoir une circulaire pour rappeler la loi, rappeler que le harcèlement sexuel c'est interdit, qu'il y a des politiques de prévention à mener et qu'on peut créer des cellules d'écoute au niveau local. Donc ça, c'est dans une circulaire de 2005. Et puis ça va commencer en fait un petit peu à bouger dans le sens où c'est des questions, les violences sexuelles, qui étaient considérées surtout comme l'apanage des classes populaires et où on avait du mal à imaginer qu'il puisse y avoir des comportements sexistes, des agressions sexuelles, des viols
du harcèlement sexuel dans des milieux dits éduqués, ou en tout cas dans des milieux élitistes qui appartiennent à une classe sociale privilégiée. Et donc c'est un peu les mêmes problématiques qu'on retrouve dans le milieu culturel, dans le théâtre. Voilà, donc ça c'était pour la... Ah, mais je me disais que... Voilà, hop, j'ai fait une petite slide où vous pouvez retrouver quelques éléments de cette première phase. Donc j'ai appelé mise à l'agenda parce qu'on appelle ça comme ça dans les politiques publiques, où on va considérer, voilà, que c'est une question qui est un problème et qu'il faut la prendre en compte. Ensuite, on peut identifier une deuxième vague à partir des années 2010, où ça va être progressivement une institutionnalisation de la question. Donc ça va être la création d'une mission pour la parité et la lutte contre les discriminations au sein du ministère. Il va y avoir une circulaire qui est beaucoup plus riche que celle de 2005, où il va y avoir des éléments sur comment on fait quand il y a des situations, comment on prend en charge l'accompagnement des victimes, qu'est-ce qu'on fait de l'auteur, qu'est-ce que c'est, quels sont les outils qui sont à la disposition pour protéger la victime tout de suite. Donc par exemple, prendre des mesures conservatoires qui permettent de suspendre l'auteur présumé des violences quand la direction de l'établissement a connaissance d'une situation de violence sexiste et sexuelle. Et puis ça va rappeler la procédure disciplinaire. Et au niveau en fait du monde associatif, il va y avoir aussi du mouvement, et au niveau des associations au sein de l'enseignement supérieur. Donc en 2013, il y a une loi qui oblige la création de missions égalité dans chaque université. Et il y a la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité qui va être créée à cette même période et qui en fait va regrouper l'ensemble des missions égalité et qui va faire du lobbying auprès des institutions et au sein des établissements pour que ces questions soient de mieux en mieux prises en charge. Voilà. Et ensuite, une troisième vague à partir de 2017, où j'ai noté 2017 parce qu'en fait, il y a eu un gros colloque le 4 décembre 2017 sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, qui a regroupé à la fois des chercheurs, des associations, des établissements, et où du coup on voit vraiment qu'il y a une coordination entre plusieurs acteurs qui ont des positionnements différents dans la société, qui vont se mettre ensemble pour créer un événement. Et à partir de là, il va y avoir des travaux en commun, du dialogue entre les différentes sphères de la société pour travailler. Donc là, en l'occurrence, on a fait 4 groupes de travail, donc enquêter sur les violences sexistes et sexuelles, former, communiquer et mettre en place un dispositif. Et aujourd'hui, oui, juste sur le... oui, aujourd'hui, pardon, il y a quelque chose qui a évolué aussi au niveau de la prise en charge institutionnelle, c'est que tout ce qui était de l'ordre de recommandation, c'est en train de devenir petit à petit des obligations légales. Donc par exemple, je vous parlais tout à l'heure de créer une cellule d'écoute, un dispositif d'écoute et de signalement. C'est devenu une obligation légale depuis 2019. Donc dans le cadre des plans d'action égalité, c'est obligatoire sous peine de sanctions financières pour l'établissement. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle vague, elle a été lancée au niveau des témoignages en fait, qu'il y a eu de victimes de l'enseignement de violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, avec notamment le hashtag ScienceSport qui a provoqué la saisine par la ministre d'une inspection générale qui allait dans les instituts d'études politiques pour enquêter sur cette question. Et là, il va y avoir un plan qui va être lancé, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc juste dans l'historique, on voit bien qu'on est vraiment sur une question qui mobilise plein d'acteurs différents, qui ont des positionnements différents dans la société, qui ont des modes d'action différents. Et les évolutions, elles vont se faire au moment où il y a des convergences d'action. Donc en politique publique, on va parler de fenêtres d'opportunité, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a à la fois des témoignages, à la fois des associations qui se mobilisent, à la fois des travaux de recherche qui vont parler de ça, et ça va inciter les pouvoirs publics à prendre des décisions politiques sur ces questions. Et ensuite, ces décisions politiques, elles vont se répercuter sur l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Et donc c'est vraiment le rôle des associations, en l'occurrence des associations féministes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles est crucial dans le déclenchement de ces politiques publiques. Et oui, et du coup là récemment les dernières vagues qui ont été déclenchées, c'est vraiment par les témoignages des victimes sur les réseaux sociaux.
Et on voit donc que toutes ces évolutions sont provoquées par ces acteurs au sein de l'enseignement supérieur, mais bien sûr aussi, il faut ajouter tout ce qui relève de la production culturelle et artistique, qui est l'objet du colloque aujourd'hui, et c'est la convergence de tous ces modes d'action qui vont mener à des évolutions, à des transformations et éventuellement à des changements structurels dans le meilleur des cas. Donc c'est quoi les modalités d'action aujourd'hui pour travailler sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur? Donc tout d'abord, ça va être effectivement tout ce qui va relever des enquêtes scientifiques. Donc, c'est-à-dire mieux connaître et mieux appréhender le phénomène. Donc la slide est un peu lourde, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que effectivement, il y a des études aujourd'hui qui étudient les violences sexistes et sexuelles dans l'ensemble de la société et qui vont ensuite faire des focus sur certains milieux, dont l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, c'est l'objet de l'enquête qui est portée par l'INED qui s'appelle Virage, et où on voit donc on voit plusieurs choses. Déjà, on voit que les violences sexistes et sexuelles se retrouvent en même proportion dans tous les milieux sociaux. Ce sont juste des mécanismes qui diffèrent, mais il y a les mêmes proportions de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, d'agissements sexistes dans tous les milieux sociaux. Que le public le plus exposé à ces violences, c'est les 20-34 ans, donc un public qui est notamment... qui fait notamment partie de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et après, on va avoir des données sur les taux de prévalence des violences au sein des établissements et surtout par le public des étudiantes. Donc là, vous avez les chiffres sur la slide. Et ce qui est important de voir, c'est quoi les spécificités de l'enseignement supérieur par rapport au reste de la société. Donc il y a une chose qui est d'une part qu'il y a c'est un milieu où il y a des rapports de pouvoir et que ces rapports de pouvoir sont pas forcément assumés comme ils peuvent l'être dans les entreprises privées où il va y avoir une hiérarchie beaucoup plus claire. Donc ça peut être des relations qui sont marquées par des rapports de pouvoir implicites sur base de prestige, d'admiration intellectuelle, d'autorité intellectuelle et aussi bien sûr des fonctionnements et des hiérarchies au sein de l'enseignement en fonction des grades, des fonctions, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est dénoncé par les associations comme Clash qui mettent en avant notamment les rapports problématiques au moment de l'encadrement de thèse, d'une part, et d'autre part, l'autre spécificité qu'on peut identifier, c'est la question des codes et des rites dans les milieux étudiants, et sur le fait que les normes de socialisation dans le milieu étudiant, et notamment dans les grandes écoles, puisent vraiment beaucoup de leur mécanismes dans le sexisme, et donc on va avoir des mécaniques d'exclusion si on n'adhère pas à certains codes sexistes. Et donc c'est ce qu'on voit notamment dans une enquête d'un journaliste qui est sortie là dernièrement, qui s'appelle donc La fabrique des élites des rails, grandes écoles, bizutage, sexisme et viol. Donc c'est une enquête de Iban Raïs au sein de grandes écoles, donc HEC, les SEC et les DEC, je crois, voilà. Et où on voit vraiment que ça fait partie, lors des week-ends d'intégration, on va être vraiment dans des microcosmes avec des apprentissages de codes, de traditions, de hiérarchie. Et dans ces moments-là, donc c'est aussi ce qu'on appelle un peu la zone rouge, dans les premiers week-ends d'intégration, donc les moments où il va falloir être accepté par la communauté des étudiants, il y a ces codes-là qui sont érigés, et soit on y adhère, et du coup on est intégré, soit on n'y adhère pas, et ça peut être un petit peu plus compliqué. Au niveau des enquêtes, il y a un guide qui a été produit par l'enquête Virage avec nous sur comment mener une enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Donc ça s'adresse plutôt aux établissements qui vont vouloir plus connaître les spécificités des violences au sein chez eux. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie enquêtée. Et ensuite, un autre mode d'action, bien sûr, c'est l'information et la sensibilisation. Donc là, je vous ai mis 3 guides qui peuvent être utilisés, qui sont utilisés. Donc un guide à destination des établissements qui vont indiquer des idées en matière de politique de prévention, de prise en charge des victimes, en matière de disciplinaire aussi, et qui vont donner des exemples de bonnes pratiques pour former, pour communiquer, etc. Donc c'est le vademecum
sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui a été réédité en 2017 et qui est le fruit d'un travail de 3 associations, donc l'ACH et l'ANEF et la CPED. Il y a un guide qui vient de sortir donc, en 2021, qui est un guide sur les violences envers les personnes LGBT, qui sont des violences qui sont concernées par le terme global violences sexistes et sexuelles, et qui reprennent là plus des idées de bonnes pratiques pour éviter les LGBT-phobies dans les établissements. Et ensuite, le guide du CLAGE, donc, qui est là destiné aux victimes qui vont y trouver toutes les ressources pour agir en cas de harcèlement sexuel. Autre moyen d'action, effectivement, la formation. Donc, il y a plusieurs structures de formation aujourd'hui qui forment au sein de l'enseignement supérieur. Et il y en a une qui a été créée récemment, pas très récemment, en 2017 je crois, mais qui se développe beaucoup en ce moment, qui regroupe en fait des personnes qui sont à la fois expertes des violences sexistes et sexuelles et à la fois du milieu de l'enseignement supérieur, et qui vont former les membres des dispositifs de signalement, par exemple, parce que dans les dispositifs de signalement, il y a des personnes qui ont besoin d'être formées à l'accompagnement des victimes, à comment réagir en cas de violence, aux procédures internes au sein de l'établissement à actionner quand on a connaissance de violences. Il y a bien sûr des associations qui forment aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, donc Sexe et Consentement, l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles qui développe aussi des formations et après des associations avec qui je ne travaille pas forcément, mais voilà. Et ensuite, des structures nationales comme les CIDFF qui vont intervenir au sein des établissements. Donc les CIDFF, c'est les centres d'information des droits des femmes, et qui font parfois des partenariats avec les universités pour accueillir les victimes. Ensuite, en moyen d'action, il y a également tout ce qui va relever de la communication. Donc là, je vous ai mis un exemple de campagne de communication qui a été lancée en 2018 par le ministère en collaboration avec les organisations étudiantes. Donc là, vous avez 2 affiches, je vous laisse les regarder. Donc il y avait 4 affiches et 2 vidéos. Et une autre campagne qu'on a lancée en 2019 qui a été réalisée par un groupe de travail qui réunissait des personnes au positionnement divers, où on a écrit des scénarios, et ensuite ces scénarios ont été proposés à des artistes de bande dessinée qui ont mis en image les différentes situations de violences sexistes et sexuelles qui avaient été repérées. Donc là, une affiche sur le cyberharcèlement, sur une agression sexuelle envers une personne trans. Ici, plusieurs affiches de l'artiste Catel sur le harcèlement sexuel au travail, les agissements sexistes. Et au-delà des campagnes nationales, il y a aussi des campagnes qui sont faites par les établissements eux-mêmes. Donc par exemple, là je vous ai mis un exemple parce que c'est une campagne qui porte sur le consentement, qui est la campagne de communication de l'université de Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'était les 4 biais d'action. Et bien sûr, il y a ces dispositifs d'écoute et de signalement qui, s'ils fonctionnent bien, ils peuvent être vraiment la pierre angulaire des politiques de lutte contre les violences, parce que ces signalements, ils sont encadrés par la loi, donc ils sont obligatoires. Et ils doivent ils doivent avoir 3 rôles. Donc d'une part, ils doivent prévoir une procédure d'écoute et de recueil de signalement, donc c'est-à-dire qu'il y ait des gens formés à l'écoute au sein de l'établissement qui vont pouvoir écouter les personnes victimes ou les témoins. Ensuite, il doit y avoir une procédure pour accompagner les victimes sur un plan médical, psychologique et juridique. Et enfin, ces dispositifs doivent aussi, donc tout ça c'est inscrit dans un décret, contenir une procédure d'orientation vers le traitement notamment disciplinaire de la situation. Donc toutes ces mesures, actions là, que j'ai résumées en 5 points,
En général, ça part aussi beaucoup des initiatives locales dans des établissements qui vont être valorisées comme des pratiques inspirantes et qui vont devenir des recommandations ministérielles. Et on fonctionne beaucoup aussi pour élaborer des mesures, on fonctionne en groupe de travail où il va y avoir des chercheurs, des associations, des établissements. Donc quand je dis établissement, ça peut être des missions égalité, des membres des personnels de gouvernance ou bien des services juridiques. Et c'est à partir de ce travail-là qu'il va y avoir l'élaboration du coup de politiques publiques qui vont s'imposer à l'ensemble du milieu. Et donc là, pourquoi je parle d'une nouvelle vague? Donc déjà, c'est dans la foulée aussi du mouvement MeToo et de cette vague de témoignages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, où ça a fait, on voit vraiment qu'il y a eu une écoute aussi médiatique beaucoup plus importante que lors les précédentes vagues de témoignages. Et le fait qu'il y ait à la fois des témoignages, à la fois des associations qui sont structurées dans le monde de l'enseignement supérieur et au niveau national sur ces questions, et à la fois aussi des établissements qui sont engagés là-dessus, et qu'au sein du ministère, il y ait toute une équipe qui travaille sur ça. Et ben, c'est cette convergence qui fait que là, on est en train de monter un plan national qui va être proposé à l'ensemble des établissements. Et donc, il y a 4 axes qui contiennent tous plusieurs mesures. Donc, la formation massive et systématique de la communauté de l'ESR, le renforcement des dispositifs de signalement, la communication sur le consentement, les violences sexistes et sexuelles et sur l'existence des dispositifs, et la valorisation des initiatives étudiantes et des personnels. Et dès maintenant, il y a un appel à projet qui a été lancé pour financer les établissements qui souhaitent renforcer leurs dispositifs de signalement. Donc cet appel à projet, il est en cours jusqu'au 4 octobre. Et ensuite, il y a des formations qui vont être proposées au niveau national pour les membres des dispositifs de signalement de tous les établissements publics et privés de l'enseignement supérieur, et pour les membres des sections disciplinaires, pour à la fois mieux comprendre le fonctionnement des systèmes disciplinaires, et à la fois mieux comprendre les violences sexistes et sexuelles, et mieux pouvoir les traiter sur un plan disciplinaire. Voilà. J'ai terminé et je suis tout oui pour vos questions et pour revenir aussi sur certaines choses où je suis allée plus vite.